Pourquoi avons-nous de mauvais comportements? Il y a 200 000 ans, nos ancêtres vivaient dans un environnement à retour immédiat. Toutes les décisions prises avaient des conséquences immédiates sur leur survie. Lorsqu'ils avaient faim, ils chassaient. Lorsqu'ils étaient fatigués, ils cherchaient un endroit sûr pour se reposer. Lorsqu'ils repéraient un danger, ils s'enfuyaient. Une erreur isolée pouvait entraîner de terribles tragédies. Et cela nous a fortement prédisposés au moment présent. Difficile de penser au futur lointain lorsqu'on ne pense qu'à la survie. C'est ce que vivent encore aujourd'hui certaines personnes pauvres et défavorisées qui, parfois, n'ont pas le choix. Aujourd'hui, cependant, nous vivons dans un environnement à retour différé. Dans ce milieu, nous agissons habituellement sur de longues périodes de temps avant qu'un rendement ne soit produit ou consommé dans les mois ou les années qui suivent. Vous poursuivez vos études en vue d'obtenir votre diplôme plus tard. Vous travaillez maintenant pour recevoir votre salaire quelques semaines plus tard. Vous économisez dès maintenant pour préparer une meilleure retraite plus tard. Nous ne pouvons pas nier que nous avons une nature humaine et que nous sommes soumis à ces forces primales qui nous gouvernent depuis des centaines de milliers d'années. Nous avons tous évolué à partir de la même source, du même petit nombre de personnes. Nous avons expérimenté le monde avec émotion de la même manière que les chasseurs-cueilleurs. Très peu de choses ont changé dans ce sens et, dans une large mesure, nous ne pouvons pas vraiment contrôler qui nous sommes. Au centre de notre psychologie primitive se trouve le désir de trouver un partenaire, de se reproduire et de transmettre notre ADN. Les prédateurs sauvages ont cessé de nuire à notre existence, mais notre cerveau vit toujours dans un environnement à retour immédiat pour survivre et satisfaire les besoins primaires. Se nourrir, éviter les dangers et peut-être avoir la chance de se reproduire. Pour attirer un partenaire convenable, nous cherchons à acheter des choses qui rehausseront notre valeur sociale et nous donneront l'impression de réussir. Le problème qu'explique Yuval Noah Harari dans Sapiens, une brève histoire de l'humanité, est que notre société moderne n'est passée que de l'environnement à retour immédiat à l'environnement à retour retardé depuis les 500 dernières années avec la révolution scientifique. Et une grande partie des changements ont eu lieu au cours du XXe siècle. Médecine, transport, Internet. Pour notre cerveau qui a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour des bénéfices immédiats, un siècle n'est qu'un grain de sable dans un désert. Cela a provoqué de graves conflits entre nos comportements et l'environnement. Prendre la mauvaise décision est facile quand nous avons un résultat immédiat et que nous n'en ressentons les conséquences négatives que plus tard. Ce n'est pas toujours facile et certaines personnes portent le poids d'un mauvais choix parfois toute une vie. Prendre un dessert a un résultat positif immédiat, c'est bon, c'est sucré et ça rend heureux. Mais le résultat final est défavorable. Ça peut faire grossir après quelques semaines ou quelques mois et même provoquer un diabète après des années. Aller sur les réseaux sociaux peut être divertissant sur le moment, mais à long terme, c'est du temps perdu que vous auriez pu investir dans la poursuite de vos projets. Plus la satisfaction est immédiate et instantanée, plus elle est susceptible d'avoir des conséquences négatives à long terme. Pour les bonnes habitudes, c'est souvent l'inverse. Plus la conséquence est positive à long terme, plus les efforts à consentir dans le présent sont difficiles. Ce n'est qu'après des mois et des années que des résultats concrets de vos séances de musculation seront visibles. Le résultat immédiat est défavorable. C'est difficile, pénible, et cela demande beaucoup d'efforts dans l'instant. Mais si l'entraînement est mauvais, cela peut avoir un résultat satisfaisant au début, puis provoquer des douleurs progressives à long terme. C'est toute l'ambivalence d'une bonne et d'une mauvaise habitude. Elles sont à double tranchant. Soit elles font du temps votre allié, soit elles font du temps votre ennemi. Notre cerveau n'est pas fait pour le monde moderne dans lequel nous vivons. Il n'a pas évolué pour résister à autant de gratifications instantanées parce qu'auparavant, les récompenses étaient rares. Nous recherchons naturellement le plaisir et évitons la douleur. À l'époque, c'était nécessaire pour survivre. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de souffrir un peu pour recueillir les bienfaits dans l'avenir. Le contexte du retour retardé
occasionne de sérieux conflits entre nos comportements instinctifs et l'environnement moderne hautement addictif. C'est pourquoi, la plupart du temps, nous ne faisons pas ce que nous voulons faire parce que nous ne pouvons pas repousser indéfiniment la tentation de satisfaire à des besoins primaires. La fatigue décisionnelle. Imaginez que vous venez de parcourir 20 km à pied. Sur le chemin du retour, vos jambes tremblent et vous ne pensez qu'à vous asseoir. Eh bien, notre volonté fonctionne comme un muscle fatigué par les sollicitations. Roy Baumeister, professeur de psychologie à l'Université de Floride, a découvert que nous utilisons notre volonté pour tout faire et que nos réserves de volonté sont limitées, que ce soit dans le choix d'un dentifrice, d'un article à lire ou d'être courtois. Baumeister a effectué les premières expériences sur ce phénomène connu sous le nom de fatigue décisionnelle, ego depletion. La fatigue décisionnelle désigne la détérioration de la qualité des décisions prises par une personne après une longue séance de prise de décision. Elle peut conduire à des décisions irrationnelles et à de mauvais choix. Par exemple, les juges rendent des décisions moins favorables tard dans la journée par rapport au début de la journée. Durant l'une des études de Baumeister, des participants ont été répartis en groupes dans une salle dégageant une odeur de biscuits. Un groupe était invité à manger des biscuits et l'autre des radis. Dans la seconde moitié de l'expérience, ils ont dû résoudre des énigmes de géométrie. Curieusement, ceux qui ont mangé des radis passaient beaucoup moins de temps à essayer de compléter ces énigmes que ceux qui ont mangé des biscuits. Autrement dit, préoccupé par la saveur des biscuits, le groupe radis a tout fait pour tenter de résister à la tentation, laissant peu de ressources pour des tâches plus difficiles. Plus nous prenons de décisions, moins elles sont bonnes. Chez l'adulte, la consommation d'énergie du cerveau se situe entre 20 et 25% de la dépense énergétique totale de l'organisme, pour seulement 2% de son poids. La concentration est loin d'être un puits sans fond. Cela signifie que nous ne pouvons prendre qu'un nombre limité de décisions logiques avant que le réservoir ne soit vide et que nous n'ayons plus que le premier mode réactif. Pour cette raison, la majorité des personnes au pouvoir s'efforcent de limiter au strict minimum les décisions banales et insignifiantes, qu'il s'agisse du choix des vêtements ou des repas, afin de se concentrer uniquement sur les décisions essentielles. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ne porte que des t-shirts gris. Barack Obama ne met que des costumes de couleur gris ou bleu marine. Et Steve Jobs avait plus d'une centaine de cols roulés noirs et les mêmes jeans. On a tendance à prendre de mauvaises décisions dans un contexte marqué par la fatigue décisionnelle. Lorsque vous rentrez chez vous épuisé après une journée de travail, vous pouvez vous retrouver confortablement allongé sur le canapé à regarder une émission de télé plutôt que de lire un ouvrage passionnant ou de faire un peu de sport. Sous la pesanteur de la fatigue, du stress ou de l'ennui, nous préférons l'action la plus simple et la plus plaisante à faire pour échapper à nos humeurs. Malheureusement, notre cerveau ne fait pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises habitudes. Il se contente de trouver la réponse la plus fiable qu'il a apprise pour satisfaire une envie ou s'adapter à un environnement. Dès qu'une routine est installée dans la catégorie automatique, le retour en arrière devient difficile du fait que l'on a une envie de se voir récompensé à la fin de la boucle d'une habitude. Ainsi, la cigarette apportera de la nicotine. Le grignotage soulagera un certain désarroi et procrastiner calmera un certain stress et permettra d'oublier ses problèmes. Sans récompense, il n'y a pas d'habitude. Nous avons découvert une introduction théorique du fonctionnement des habitudes. Il est maintenant grand temps de passer à la stratégie pour découvrir comment nous allons développer un système pour créer une nouvelle habitude que vous souhaiteriez adopter ou vous défaire d'une mauvaise habitude qui vous trouble. Les points clés de la partie 1. Certains comportements que nous avons appris se sont constitués dans le temps par l'association d'un stimulus conditionnel et d'un stimulus inconditionnel. Nos comportements ne relèvent pas vraiment d'un processus décisionnel très élaboré, mais dépendent le plus souvent de nos interactions avec un environnement,
des stimuli perçus et parfois de nos pensées. Certains comportements peuvent être ainsi prédits. Nous apprenons par essai et erreur. Un comportement qui apporte des conséquences satisfaisantes a tendance à être répété jusqu'à en devenir automatique. Un comportement non récompensé ne donne pas envie d'être répété et aura tendance à disparaître. Selon le modèle comportemental de Fogg, 3 éléments doivent se produire simultanément pour qu'un comportement se produise. La motivation, la capacité et un déclencheur. Une habitude est un comportement qui a été répété tellement de fois qu'il en est devenu automatique. Une habitude est une solution fiable tirée de votre expérience pour répondre à un problème ou satisfaire une envie. Une habitude suit une boucle en 4 étapes. Déclencheur, envie, réponse, récompense. Pour développer une habitude, concentrez-vous sur la répétition dans un contexte donné plutôt que de respecter un nombre de jours. Notre nature humaine nous prédispose au présent et au plaisir instantané, ce qui nous empêche de penser aux bienfaits du long terme. La fatigue décisionnelle est le phénomène désignant la détérioration de la qualité de nos décisions après une longue période de décision. Nos décisions qualitatives sont limitées. Ainsi, plus nous prenons de décisions dans la journée, moins les suivantes seront bonnes. La fatigue, l'anxiété, le stress nous rendent vulnérables à toute tentation. Elles nous conduisent à choisir l'option la plus évidente, la plus attractive, la plus simple et la plus satisfaisante pour soulager nos envies, ce qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Deuxième partie. Comment créer de bonnes habitudes? Le plus grand obstacle à l'acquisition d'une nouvelle habitude est que celle-ci est difficile à démarrer dans le présent et pénible à maintenir à long terme. À mon sens, cela repose sur l'une des 3 raisons suivantes. Vous ne comprenez pas comment les habitudes se structurent pour en tirer profit. Vous tentez d'en faire trop et trop vite au risque de vous exposer à l'échec et à la frustration. Vous pouvez ne pas être prêt à changer. Dans ce contexte, vous pourriez alors invoquer le manque de motivation, le problème de concentration ou le manque de volonté imputable à la fatigue. Mais ce sont des chimères. La motivation n'est jamais suffisante dans la mesure où elle disparaît toujours à certains moments. La concentration fait toujours défaut en raison des trop nombreuses sources de distraction dans les environs. La volonté manque toujours à l'appel quand on est fatigué et affaibli. Ne blâmez ni votre motivation, ni votre volonté, ni même votre autodiscipline. Certes, elle joue un rôle dans le changement d'une habitude, mais les pointer du doigt n'y change rien. Le problème, ce n'est pas vous, mais vos stratégies. Créer de nouvelles habitudes et se défaire de mauvaises routines sont 2 processus différents. Dans le premier cas, c'est comme si vous plantez un arbre, et dans le second cas, c'est comme si vous le déracinez. Créer de nouvelles habitudes est plus simple que de changer des habitudes. Vous partez de zéro. Vous n'êtes pas soumis à des désirs irrationnels. Vous n'êtes pas sous l'emprise d'impulsions fugaces ou encore victime d'une dépendance profondément enracinée sous le poids des années. Cela ne signifie pas pour autant que le voyage sera tranquille, d'où l'importance de renforcer votre nouvelle habitude avec des stratégies qui en favorisent sa pérennité. Personne ne peut échapper aux pièges, aux dangers et aux contraintes. Nous devons composer avec cette réalité et en accepter toutes ces manifestations bénéfiques et nuisibles. Dans cette section, je vais vous présenter un éventail de stratégies visant à favoriser l'acquisition et le maintien de nouvelles habitudes pour les rendre plus évidentes, plus attractives, plus faciles et plus satisfaisantes. Grâce à ce plan détaillé, vous aurez une stratégie pour créer un système dans lequel les bonnes habitudes émergeront naturellement. Étape 1. Dressez l'inventaire de vos habitudes existantes. Jusqu'à ce que vous preniez conscience de votre inconscient, il dirigera votre vie. Et vous appelleriez cela le destin. Carl Jung, psychiatre et fondateur de la psychologie analytique. Pourquoi ?
Si vous n'avez pas conscience de vous-même, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Le processus de changement de comportement commence toujours par la prise de conscience. Lorsque nos habitudes deviennent automatiques, nous ne prêtons pratiquement plus attention à ce que nous faisons. Cela constitue le plus grand danger des habitudes, car elles peuvent nous entraîner dans des conduites routinières sans que nous sachions prendre du recul pour savoir ce qu'il faut améliorer ou remplacer. Selon votre situation et vos objectifs, une de vos habitudes aura un sens différent. Si vous souhaitez prendre du poids et des muscles, consommer des aliments gras pourrait être une bonne habitude. Si vous désirez perdre du poids, ce même comportement risquerait d'être une mauvaise habitude. Cela dépend de la nature du problème. Les habitudes ne sont pas bonnes ou mauvaises. Il n'y a que des habitudes efficaces pour résoudre les problèmes. Sinon, vous ne les répéteriez pas. Dans ce premier exercice, nous voulons simplement prendre conscience de nos comportements. Il est donc important de cartographier vos habitudes existantes afin de prendre conscience de vos automatismes avant même de pouvoir les modifier. Comment ? Dans Atomic Habits, James Clear propose un exercice simple de Habit Scorecard pour prendre conscience de vos comportements, reconnaître les habitudes qui font partie de votre identité et déceler les déclencheurs qui peuvent vous inciter à l'action. Si vous faites cet exercice sérieusement, vous gagnerez en clarté sur votre passé et votre futur. Dans un premier temps, vous pourrez retracer le fil de votre vie pour comprendre comment vous en êtes arrivé à adopter une habitude et ce que ce comportement dit de vous. Dans un second temps, vous pourriez appliquer une grille de lecture pour distinguer les habitudes à conserver de celles qu'il faudra changer. Considérez ces réponses comme étant les pièces d'un puzzle à assembler progressivement en vue de façonner l'identité que vous souhaitez incarner. 1. Dressez une liste de vos habitudes quotidiennes. Pensez à ce que vous avez fait ce matin après votre réveil. Comment passez-vous la première heure de votre journée? Comment répondez-vous aux mêmes situations dans votre vie? Comment occupez-vous la dernière heure de votre journée avant de vous coucher? Vous pourriez aussi demander à un proche de faire cette liste avec vous pour mieux prendre conscience de votre fonctionnement. Demandez-leur « Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire selon toi ?» Vous seriez surpris de découvrir que nous n'avons pas tous les mêmes réponses face à des envies similaires ou des problèmes récurrents. Exemple. Se réveiller, désactiver l'alarme, boire de l'eau, consulter votre téléphone, aller à la salle de bain, prendre une douche, suspendre votre serviette pour la sécher, se brosser les dents, mettre du déodorant, s'habiller, préparer une tasse de thé, sauter le petit déjeuner, tirer la chasse d'eau, se laver les mains, enfiler ses chaussures, accrocher sa veste en rentrant du travail, éteindre la lumière. 2. Évaluez vos comportements. Une fois que vous avez la liste complète, examinez chaque comportement et posez-vous les questions suivantes. S'agit-il d'une bonne habitude, d'une mauvaise habitude ou d'une habitude neutre? Cette habitude m'aide-t-elle à devenir le genre de personne que je veux être? Si c'est une bonne habitude qui aura des effets bénéfiques à long terme et renforcera l'identité que vous désirez, écrivez « plus » à côté de celle-ci. Si c'est une mauvaise habitude qui aura des désavantages à long terme et qui entrera en conflit avec l'identité que vous désirez, écrivez « moins ». Si c'est une habitude neutre, écrivez « égal ». Ainsi, la liste ci-avant pourrait ressembler à ceci. Se réveiller, égal. Désactiver l'alarme, égal. Boire de l'eau, plus. Consulter votre téléphone, moins. Aller à la salle de bain, égal. Prendre une douche, plus. Suspendre votre serviette pour la sécher, égal. Se brosser les dents, plus. Mettre du déodorant, plus. S'habiller, égal. Préparer une tasse de thé, plus. Sauter le petit déjeuner, moins. Tirer la chasse d'eau, égal. Se laver les mains, plus. Enfiler ses chaussures, égal. Accrocher sa veste en rentrant du travail, égal. Éteindre la lumière, plus.
Étape 2. Choisissez une habitude clé. Les habitudes clés offrent ce qui est connu dans la littérature académique sous le nom de petites victoires. Elles aident d'autres habitudes à s'épanouir en créant de nouvelles structures et elles établissent des cultures où le changement devient contagieux. Charles Duhigg, journaliste et auteur du livre « Le pouvoir des habitudes ». Pourquoi ? Toutes les habitudes ne se valent pas. Certaines habitudes tendent à se répandre et à entraîner toute une série de changements dans différents domaines de votre vie. Dans son livre « Le pouvoir des habitudes », Charles Duhigg appelle ces comportements des habitudes clés, Keystone Habits. Les habitudes clés constituent le socle sur lequel reposent d'autres habitudes. Une habitude clé déclenche un changement généralisé. Se coucher tôt permet de se lever plus tôt, d'avoir plus d'énergie et de mieux démarrer sa journée. Pratiquer un sport vous permet de mieux dormir, de soigner votre alimentation, de gagner en confiance et en autodiscipline. La lecture est l'une de mes plus grandes habitudes clés. Lire m'a permis de nourrir ma pensée, d'acquérir de nouvelles compétences, de résoudre des problèmes et de mieux réfléchir. L'inverse est aussi vrai pour les mauvaises habitudes. Si vous veillez tard la nuit devant la télévision ou l'ordinateur, vous aurez des troubles du sommeil, ce qui affectera votre énergie au réveil et donc votre humeur. Vous perdrez une partie de votre attention au point de prendre de mauvaises décisions susceptibles de vous rendre malade, stressé, épuisé et en mauvaise santé. Tout ce cercle vicieux part d'une seule mauvaise habitude. Je vous propose un exercice pour identifier l'habitude qui vous serait la plus utile pour vous. Pour cela, nous devons cerner votre besoin. Commençons tout de suite. Comment ? 1. Notez chaque domaine dans lequel vous aimeriez progresser dans votre vie. Il peut s'agir d'accroître votre productivité, d'être en meilleure santé, d'améliorer votre apprentissage, de développer votre réseau professionnel et d'avoir de meilleures relations sociales. Si rien ne vous vient, prêtez attention à vos pensées. Vous réaliserez que vous pensez souvent à un seul problème, le plus important et aussi le plus déroutant. 2. Choisissez une seule habitude clé. Rappelez-vous que la réserve de notre volonté est limitée. Concentrez-vous sur un seul changement pour garder les choses simples et éviter la dispersion. Assurez-vous que cette habitude vous rapprochera de vos objectifs ou vous facilitera un peu plus la vie. Si vous manquez d'inspiration, référez-vous à la partie 4 en vous demandant « Quelle habitude aurait les retombées les plus concrètes dans ma vie ?» 3. Dressez une liste des avantages à développer cette bonne habitude. Emportez avec vous cette liste et relisez-la tous les jours. Songez un instant au comportement qui aurait les meilleures retombées dans votre vie si vous la faisiez chaque jour. Il peut s'agir de faire du sport, de bien dormir, d'avoir une alimentation saine et variée, de désencombrer votre intérieur, de méditer, d'apprendre une nouvelle compétence, de lire, d'écrire, de se lever tôt, etc. Je vous propose de faire l'analyse des avantages, faiblesses, opportunités et menaces de l'habitude que vous vous apprêtez à choisir. Voici un exemple. Habitude. Désencombrer mon intérieur. Avantage. Élément interne positif. Réduction du stress. Meilleure organisation personnelle. La structure cohérente et adaptée à chaque emplacement peut vous rendre plus rigoureux et méthodique. Sentiment de bien-être. La répartition harmonieuse de vos affaires et de votre intérieur peut vous procurer de la joie et vous donner envie d'en prendre soin. Faiblesse, élément interne négatif. Difficulté à se séparer d'objets sentimentaux. Réclame de la patience. Peut se révéler épuisant et décourageant selon le nombre de vos affaires. Risque de vous détourner de vos priorités plus urgentes et importantes. Opportunité, élément externe positif. Tout objet de valeur, utile ou qui vous rend heureux, est conservé et plus facilement accessible. Gain de temps, chaque objet a sa place et se retrouve plus facilement. Le rangement est minimal et ne réclame plus autant de ménage. Gain d'espace, l'air circule mieux et vous avez une meilleure vision de votre environnement. Offrir
une seconde vie à vos possessions. Menace, élément externe négatif. La durée du désencombrement varie selon le nombre de vos affaires, tri, dons, mise en vente des objets, jetés. Les personnes composant votre foyer peuvent vous empêcher de faire l'exercice en conscience, ce qui peut représenter une source de conflit. Risque de jeter un bien important ou de se défausser d'un objet utilitaire, ce qui peut pousser à le racheter. Étape 3. Commencez petit et faites-en un peu plus chaque jour. Rendez cela si facile que vous ne puissiez pas dire non. Léo Babota, auteur et blogueur du site zenhabits.net. Pourquoi ? Lorsque nous essayons de prendre une nouvelle habitude, nous avons tendance à être portés par un optimisme excessif et à vouloir des résultats rapides. Cela nous amène à formuler des objectifs irréalistes qui nous font espérer un avenir bien meilleur si nous disposions de plus d'argent, du corps de nos rêves, du partenaire idéal et d'une situation professionnelle à la hauteur de nos passions. Appréhender les choses de cette façon, c'est en réalité s'engager sur l'autoroute de l'échec. Pourquoi ? Parce que vous ignorez la somme des petites actions accumulées sur le long terme pour parvenir au résultat souhaité. C'est comme vouloir atteindre le sommet d'une montagne sans même penser à l'escalader. Pour Brian G. Fogg, chercheur et scientifique du comportement à l'université de Stanford, la meilleure façon de transformer nos vies est de faire des petits ajustements accessibles, plutôt que de chercher des changements radicaux. Pour cela, Fogg propose de créer une petite habitude, Tiny Habits, soit un comportement que vous faites au moins une fois par jour, qui vous prend moins de 30 secondes à faire, et qui doit être immédiatement célébré pour donner envie à votre cerveau de la répéter. Fogg raconte dans un TED qu'il voulait se mettre au sport. Ainsi, après avoir été aux toilettes, il a fait 2 pompes. Puis il a célébré sa victoire en déclarant « Je suis génial ». Lorsque faire 2 pompes est devenu trop facile, il est passé à 5, puis à 8, pour un total de 60 à 70 pompes par jour. Pour avoir suivi cette méthode, j'étais allé jusqu'à 140 pompes par jour, suffisant pour se mettre en confiance et décider de suivre un petit programme plus structuré pour travailler tout le corps. Pour développer une nouvelle habitude, il est essentiel de commencer par une action très simple afin que votre cerveau puisse l'apprendre et la répéter rapidement. Ainsi, plus besoin de motivation, de volonté ou de persévérance. Grâce à ce simple procédé, vous réduisez votre résistance interne et favorisez l'expression d'un progrès rapide et constant. À long terme, ces gains modestes s'accumulent et se transforment en des changements massifs. Pensez à ce proverbe asiatique qui nous rappelle que tout long voyage commence par un petit pas. Comment ? Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment associer votre habitude avec des déclencheurs et des récompenses appropriées. Commençons par simplifier autant que possible votre comportement désiré. 1. Suivez la règle des 30 secondes. Le principe est que toute activité puisse être décomposée en une habitude qui devrait vous prendre moins de 30 secondes. Plus c'est ridicule au début, meilleurs seront les résultats. Demandez-vous comment rendre cette nouvelle habitude tellement simple afin que je ne puisse pas la refuser. Lecture. Laissez de côté la lecture d'un bouquin entier. Lisez au moins une phrase par jour. Puis, ajoutez une phrase de plus le lendemain. En peu de temps, vous lirez au moins 10 à 20 pages par jour. Cela représente entre 1 et 2 livres par mois. Journal. Vous voulez écrire un journal. Commencez par écrire une phrase par jour en répondant à une question simple comme « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer demain ?» Progressivement, vous allez ajouter plus de détails et de profondeur à votre journal. Sport. Plutôt que de commencer avec 50 pompes, débutez avec une seule pompe par jour. Ajoutez ensuite une autre pompe le lendemain, et ainsi de suite. Au 20e jour, vous ferez 20 pompes par jour. Ensuite, vous aurez probablement envie de faire de nouveaux exercices pour suivre un programme d'entraînement simple.
Méditation. Quand j'ai commencé à méditer, j'ai débuté avec 10 secondes. Puis j'ai ajouté 10 secondes de plus par jour. Chaque semaine, je gagnais 1 minute de méditation, soit 5 minutes en un mois et 20 minutes en 4 mois. En moins de 6 mois, vous pouvez méditer 30 minutes. Finances. Si vous souhaitez épargner 100 € par mois, commencez par 10 €. Alimentation. Vous voulez manger 5 portions de fruits et légumes par jour? Mangez-en un pour commencer. Apprendre une langue. Si vous souhaitez apprendre l'anglais, apprenez un mot d'anglais tous les jours. 2. Respectez votre engagement même s'il est minimal. Mieux vaut faire une pompe que pas du tout. Mieux vaut lire une phrase d'un livre que pas du tout. Vous n'avez pas assez de temps pour écrire un article. Écrivez au moins une phrase. Vous n'avez pas assez de temps pour un entraînement complet. Limitez-vous aux répétitions d'un seul exercice comme des pompes ou des squats. Vous n'avez pas envie de courir. Consacrez-vous uniquement aux 30 premières secondes pour enfiler votre tenue de sport ou vos chaussures de course. Une fois que vous avez mis vos chaussures de course, vous partirez probablement pour un footing. Le simple fait de commencer peut vous encourager à en faire plus que prévu. 3. Ancrez votre habitude avant d'en faire plus. Au début, les résultats ne comptent pas. Nous cherchons à maîtriser l'automatisation des comportements souhaités. Ce qui importe, c'est devenir le type de personne qui respecte toujours ses engagements et qui ne rate aucune répétition. Vous ne voulez pas lire un livre, mais devenir un lecteur. Vous ne voulez pas courir un marathon, mais devenir un coureur. Vous ne voulez pas écrire un livre, mais devenir un écrivain. Une fois que votre petite habitude deviendra une composante naturelle de votre quotidien, vous pourriez alors envisager d'ajouter des répétitions ou d'augmenter proportionnellement l'habitude. Il est essentiel de normaliser avant de chercher à optimiser. Étape 4. Associez-la avec un déclencheur évident. Un bon designer s'assure que les actions appropriées sont perceptibles et que celles inappropriées sont invisibles. Donald Norman, psychologue cognitiviste américain et auteur du livre The Design of Everyday Things. Pourquoi? Développer une nouvelle habitude est comme adopter la posture d'un designer ergonome. Vous devez réfléchir en amont en vue d'harmoniser un environnement qui suggère à l'utilisateur de faire ce que vous souhaitez qu'il exécute lorsqu'il interagit avec un objet ou un système. En ergonomie, le terme affordance ou potentialité désigne la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation, sa fonction. Par exemple, la poignée d'une porte encourage l'individu à tourner la poignée et à la pousser ou la tirer dans la direction indiquée par les charnières pour ouvrir la porte. L'affordance fait également référence à la relation entre un objet, comme une chaise, et une personne. L'affordance est conjointement déterminée par les propriétés de l'objet et les capacités de la personne qui interagit avec l'objet. Ainsi, un humain pourrait s'asseoir sur une chaise, tandis qu'un éléphant pourrait jouer avec la chaise, ou être indifférent. Tout ergonome vise un idéal, rendre intuitive l'utilisation d'un objet ou d'un service, c'est-à-dire d'offrir à l'utilisateur les moyens d'interagir immédiatement et spontanément avec l'objet sans qu'il ait besoin de lire un manuel d'utilisation. Par exemple, la forme d'une chaise suggère de s'asseoir dessus. Dans la conception d'une nouvelle habitude, nous cherchons à avoir un genre d'affordance. Nous voulons proposer la meilleure relation possible entre nous-mêmes et notre environnement, afin de suggérer le bon comportement souhaitable. Ainsi, la motivation et la volonté ne sont pas des alliés fiables. La motivation est instable comme une vague. Parfois, nous sommes motivés et parfois pas. Ne comptez pas seulement sur votre motivation, quelque chose qui change, pour développer une nouvelle habitude, quelque chose que vous voulez faire constamment. Votre mémoire, votre motivation et votre volonté vous feront toujours défaut à un moment donné, parce que ce sont des ressources épuisables. C'est pourquoi, pour développer une nouvelle habitude, il est essentiel de choisir un déclencheur approprié, un appel à l'action, qui vous rappelle naturellement.
et vous incite spontanément à prendre le comportement que vous souhaitez dans un contexte donné. Le but de ce déclencheur est d'éliminer tout effort mental pour rendre l'habitude évidente à faire. Un plan d'action prédéterminé vous permettra de vous libérer des contraintes de motivation et de volonté. Comment ? Il existe 2 techniques pour vous permettre de faciliter le démarrage de n'importe quelle habitude.